C'est vrai que là, on a abordé toute la partie avant l'événement. Mais du coup, comment on suit les retombées en temps réel pendant l'événement? J'imagine que tout est ultra commenté, notamment la cérémonie d'ouverture qui est l'un des plus grands temps forts des JO. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, c'est pas l'un, c'était le plus grand temps fort des Jeux. C'est là où on a eu le plus de publications et que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Nous, en veille, comment on était organisé, donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait un peu préparé des alertes en amont. Sur la scène, sur la cérémonie d'ouverture, pareil, on avait pas préparé des sujets. On savait qu'on allait être attaqué sur Aya Nakamura, parce qu'il y avait eu une polémique quelques semaines avant. On savait qu'on allait être attaqué sur l'aspect woke de la cérémonie. On avait anticipé tout un certain nombre de sujets qui pouvaient être voilà, susceptibles de générer des crises. Donc l'équipe était divisée en deux. Donc on va dire qu'il y avait l'équipe veille qui faisait le roulant, donc qui suivait toutes ces alertes en temps réel sur la plateforme VisiBrain. Et moi, du coup, j'étais plutôt au centre de commandement de la cérémonie d'ouverture avec une petite équipe de la communication à suivre plutôt en temps réel hors plateforme, donc que ce soit c'était essentiellement Twitter parce que on va pas se cacher, c'est encore là où se passent les discussions majoritairement. Donc du coup, on était plutôt donc séparés. Une qui faisait une équipe le roulant et moi un peu le tout venant et le flux d'informations, donc c'est assez dense. Et toutes les demi-heures, on faisait un rapport très court, très synthétique sur l'état de l'art, un peu de la conversation autour de la cérémonie. Donc typiquement, c'était des bullet points avec les principaux sujets qui étaient repris et qui étaient discutés. Et donc ça permettait d'adapter en fonction et de détecter si on allait avoir des sujets à traiter le lendemain en conférence de presse, parce que tous les jours, nous avions une conférence de presse. Et ça n'a pas loupé, il y a eu quelques petits sujets. Donc nous, la soirée, si on reprend un peu le cours, là, si je vous explique un peu les graphes, la soirée c'est plutôt bien déroulé au tout début, jusqu'à la performance d'Aya Nakamura, où les haters d'Aya Nakamura se sont réveillés, entre guillemets, et en fait, ça a suscité un peu plus de conversation. Mais à ce moment-là encore de la conversation, il y avait toujours plus de positifs que de négatifs, donc on était plutôt rassurés. Et en fait, sur toute la période entre Aya Nakamura et le catwalk sur le pont, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un défilé. Oui, bien sûr, vous vous souvenez. Donc là, sur toute cette période-là, en fait, le négatif s'est renforcé. En fait, les communautés principalement les communautés, on va dire, conservatrices, se sont renforcées, voilà, ont pris un peu le lead. Là où j'ai eu un peu peur, c'est que le négatif a failli basculer, a failli prendre le pli sur le positif. Mais heureusement, on a eu une grande artiste sur la Tour Eiffel qui a pris toute la lumière et qui a retourné la dynamique. Vous voyez sur les graphes, on a un pic de positif assez important. Donc Céline Dion a réussi ce pari ou ce franc succès que de retourner X, la dynamique de X de manière assez flagrante. Et donc du coup, ça a présagé en fait de ce qui allait se passer pendant les Jeux, parce que avant les Jeux et avant la cérémonie d'ouverture et après la cérémonie d'ouverture, en fait, on a divisé par deux le nombre de mentions négatives autour de Paris 2024. Donc c'est assez impressionnant. Et toi, Raphaël, côté réseaux sociaux, comment ça s'est passé pendant les Jeux? Alors, pendant les Jeux, nous, notre plus grand défi, c'était de faire un traitement des Jeux sans la vidéo, parce que l'utilisation de la vidéo était autorisée seulement pour les ayants droit. Donc nous, on n'a fait que de la photo. Donc le principal défi, c'était de faire vivre les Jeux et de réussir à transmettre les émotions qu'il y avait sur place à travers nos photos. Vu le succès que certaines photos ont eu et vu le nombre de fois que certaines ont été partagées, je pense que ça a été réussi, parce qu'on avait des super photographes, on avait identifié des besoins en photo
Donc on avait recruté des profils de photographes vraiment super pour couvrir les jeux et nous accompagner. Donc premier défi, c'était la photo. Et deuxième défi, évidemment, c'était de faire vivre plus de 50 championnats du monde en même temps sur les réseaux de Paris 2024. Alors, nous, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. On avait une organisation qui était très bien rodée en envoyant des personnes sur place pour qu'elles puissent faire des photos et nous fassent remonter les contenus en live. Et on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Quand on ne pouvait pas envoyer des personnes sur les sites de compétition et qu'il y avait des événements qui étaient vraiment très marquants, bah là, on faisait appel à une banque d'images et on faisait du contenu avec ce qu'on pouvait trouver. Mais oui, les deux principaux défis, c'était l'exhaustivité et le fait de contourner la vidéo.